Bienvenue dans notre exploration continue. On en est au 7e épisode de notre série sur une dizaine prévue. Et aujourd'hui, on a un titre assez parlant, Ce que font les meilleurs commerciaux, les secrets révélés. Alors on va plonger comme d'habitude dans des données super intéressantes. Celles-ci viennent de Gong qui a analysé des centaines de milliers, oui, des centaines de milliers de rendez-vous commerciaux. On va aussi regarder des techniques de com assez pointues. Notre mission, si on peut dire, extraire les pépites, les pratiques concrètes qui font que certains vendeurs, le top 1%, se démarquent vraiment. Bon, alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Par quoi on commence? Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que souvent, la différence, elle tient à des détails. Des petits riens dans la communication, mais qui sont hyper puissants. Prenons un truc comme le ratio parole-écoute. Gong a regardé ça de près. Et là, surprise, les plus performants, ils parlent plus pendant une démo produit. Genre 55% du temps. Ah oui, plus que pendant la découverte. Oui, en découverte, ils sont plutôt à 45%. Ça peut paraître contre-intuitif, on imagine souvent le super vendeur qui écoute, écoute, écoute. C'est ça. Alors pourquoi il parle plus en démo? En découverte, l'écoute c'est clé pour bien comprendre le besoin, on est d'accord. Mais pendant la démo, ce léger surplus de paroles, il l'utilise pour guider, pour vraiment cadrer la valeur, s'assurer que le client capte les points essentiels. Mais attention, l'idée c'est pas de faire un monologue, hein, c'est plutôt un équilibre dynamique. Par exemple, sur une démo de 8 minutes, tu vois, ça pourrait être 4 minutes où tu présentes activement, mais en laissant toujours de la place, les 4 autres minutes pour les questions, les réactions du client. C'est une sorte de danse, quoi. D'accord, une danse. Et alors, face aux objections? Ça, c'est souvent le moment un peu tendu, non? On a envie de répondre tout de suite, de se justifier. Ah oui, réflexe classique. Mais justement, les données montrent que les meilleurs, ils font l'inverse. Systématiquement, une pause. Même courte, hein, juste un peu plus d'une seconde après que l'objection soit formulée. Pourquoi? Pour réfléchir. Pour réfléchir, oui, mais surtout pour montrer qu'on a entendu, qu'on prend en compte. C'est un signe de respect. Et juste après, hop, ils reformulent pour être sûr d'avoir bien compris. Et souvent, ils enchaînent avec une question pour clarifier. Genre, qu'est-ce qui rend ce point particulièrement critique pour vous, là maintenant? Avant même de commencer à argumenter. Ça change tout. On n'est plus dans la confrontation. Je vois. C'est écouter pour vraiment comprendre, pas juste pour préparer sa réponse. Cette pause, c'est stratégique en fait. Et l'empathie, elle joue quel rôle là-dedans? Ah, elle est centrale. Valider le ressenti du client, c'est beaucoup plus fort que de juste parler des faits, des conséquences matérielles. Demander par exemple, et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand cette situation se produit? Ça crée une connexion bien plus profonde. Cette approche plus axée sur l'émotionnel, ça augmente vraiment les chances de débloquer les choses et d'avancer. Comprendre le ressenti pour bâtir la confiance. Logique. Et pour la renforcer encore, cette confiance, quid des exemples clients? La fameuse preuve sociale dont on parle souvent. Alors là, l'impact est mesuré. Il n'est pas négligeable du tout. Utiliser un bon exemple client, surtout quand il y a une objection sur le prix, ça peut réduire la friction d'environ 22%, d'après les analyses. Mais attention, c'est pas juste d'avoir une liste. Faut pouvoir raconter l'histoire, brièvement, d'un succès client qui ressemble au prospect. Idéalement, quelqu'un de sa région ou du même secteur. C'est le fameux « Ah, si c'est un marché pour eux ». Ça peut marcher pour moi. Oui, je vois. Et pour rythmer la conversation, s'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Les appels qui aboutissent, en moyenne, ils contiennent une question fermée de validation toutes les 3 minutes environ. Un truc tout simple, hein. Genre c'est OK si on avance comme ça? Ou on est bien d'accord sur ce point? Ça permet de jalonner l'échange, de garder un contrôle partagé. Persuader versus convaincre. C'est quoi la nuance clé pour ces top vendeurs? Alors, convaincre, ça vise la raison. On utilise des faits, des chiffres, de la logique pure. Persuader, c'est différent, ça touche plus à l'émotionnel. Le désir, la peur, le besoin de statut, ce genre de choses. Le piège, quand on essaie de convaincre frontalement, même avec de bons arguments, c'est de déclencher ce qu'on appelle la réactance. En gros, le cerveau du prospect se met sur la défensive. Il sent qu'on essaie de lui forcer la main et il rejette. Ah oui, le fameux effet boomerang. Du coup, comment on persuade sans provoquer cette résistance? La stratégie la plus maligne, c'est de faire en sorte que la solution, la conclusion, elle émerge chez le prospect lui-même. C'est là qu'interviennent ce que Chris Voss appelle les questions calibrées. Chris Foss, l'ancien négociateur du FBI, hein. Exactement. Ce sont des questions ouvertes, qui commencent souvent par « comment » ou « quoi ». Elles sont conçues pour guider la réflexion du client sans lui dire quoi penser. Par exemple,
Au lieu d'affirmer « notre service est super fiable, ça va vous faire gagner du temps », le top vendeur va plutôt demander quelque chose comme « comment est-ce qu'un partenariat avec un fournisseur qui garantit, disons, 95% de taux de service pourrait impacter positivement votre quotidien et celui de vos équipes ?» Ah oui, astucieux. C'est le client qui formule lui-même le bénéfice. L'idée vient de lui en quelque sorte. Il a l'impression de garder le contrôle. C'est exactement ça. Du coup, il n'y a pas de confrontation directe, donc beaucoup moins de résistance. Et l'engagement est plus fort parce que la solution, il l'a un peu co-construite dans sa tête. L'état d'esprit change radicalement. On cherche plus à gagner un débat, mais plutôt à explorer ensemble. Et important, faut rester simple. Des questions claires pour pas noyer le prospect sous l'information. Donc, si je résume un peu le grand secret, si on peut dire, des meilleurs vendeurs, c'est peut-être ça, déplacer le projecteur, moins sur la perfection de notre propre discours. Et beaucoup plus sur l'art de guider la réflexion du client, pour qu'il découvre lui-même la valeur de ce qu'on propose. C'est ça, faire émerger la solution chez l'autre grâce à des questions bien choisies, empathiques, stratégiques. Tout à fait. Moins de friction et au final, une adhésion beaucoup plus sincère, plus solide. C'est vraiment là, je pense, qu'une bonne partie de la différence se joue, comme le montrent les données. Super intéressant. Et pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion de nos auditeurs. Si cette méthode, faire formuler les solutions par l'autre grâce à des questions bien calibrées, est si efficace en vente, comment est-ce qu'on pourrait peut-être appliquer ce même principe dans d'autres domaines? Je pense au management d'équipe ou même à nos collaborations sur des projets en interne. Voilà une piste à creuser.